Voilà, bonjour et bonsoir amis auditeurs de Moyen Radio et bienvenue à ce 35e numéro de Challenge Parlons-en avec pour inviter notre honorable monsieur Assalé Temoko Antoine, député maire de la ville de Tia-Salé et député national de notre pays. Et son thème ce soir c'est « Serions-nous à la fin d'un cycle ?» Est-ce un cycle politique, un cycle générationnel ou à la fin d'un pouvoir en Côte d'Ivoire? C'est à cette question que notre honorable va répondre avec sa dissertation qu'il va nous offrir ce soir. Donc, honorable, sans plus tarder, nous sommes bel et bien aujourd'hui, dimanche 7 avril 2024, et il est exactement 16h03 ici à New York. Nous sommes partis pour une émission de 1 heure. Voilà, ça va dépendre des questions. Et voilà, vous êtes là pour nous répondre. Et serions-nous vraiment à la fin d'un cycle? Voilà, donc vous recevez l'honorable Assalé Temoko, député de la Nation de Côte d'Ivoire et maire de Tia-Salé. Bonsoir honorable, vous avez le micro. Oui, bonsoir à tous. Merci pour l'occasion que vous m'offrez encore de m'exprimer sur votre radio. Comme vous l'avez dit, je suis Assalé Temoko Antoine, député de Tia-Salé Morocco et maire de Tia-Salé. Alors, le sujet que vous avez retenu, je pense, a été tiré d'un propos que j'ai tenu à l'occasion de ma rencontre avec M. Chablé Goudé la semaine dernière dans les locaux de la mairie de Tia-Salé. Lorsque je parlais de la fin d'un cycle politique en Côte d'Ivoire et l'avènement d'une nouvelle classe politique, parce que moi je n'aime pas le terme génération, je parle plutôt de classe politique, de nouvelle classe politique. Alors, est-ce que nous sommes à la fin d'un cycle politique en Côte d'Ivoire? Bien évidemment. Je pense que tous ceux qui observent un peu le jeu politique de notre pays depuis les années 90, c'est vrai qu'à l'époque on était un peu jeunes, mais on est quand même contemporain de ce qui s'est passé dans notre pays. Et tous ceux donc tu observes ce champ politique-là depuis 90 savent qu'il a été dominé par 3 leaders charismatiques que sont le président Henri Konan Bédié, paix à son âme, le président Laurent Gbagbo, le président aujourd'hui Alassane Ouattara. Ce sont ces 3 personnes, ces 3 acteurs politiques qui ont, j'allais dire, cristallisé le jeu politique en Côte d'Ivoire par leur engagement politique sur le terrain, par leurs alliances et contre-alliances à travers le pays. Et donc aujourd'hui, après que ces 3 aient gouverné, le président Bédi a gouverné, le président Gbagbo a gouverné, le président Ouattara a gouverné, chacun avec des fortunes diverses, chacun a réussi des choses, chacun a moins bien réussi d'autres choses, mais il est clair qu'aujourd'hui, nous sommes, pour ce qui concerne la période de 2025 qui commence l'année prochaine, nous sommes à la fin de ce cycle politique-là. Parce qu'il y a un qui est déjà décédé, le président Bédi est décédé. Donc, ces trois leaders, il reste aujourd'hui 2 qui sont encore dans le jeu politique. Et pour 2025 semble être la dernière bataille à laquelle ces hauts dirigeants veulent se livrer avant de passer la main pour celui que c'est en 2030. Donc il est clair que, comme je l'ai dit, nous sommes à la fin d'un cycle politique. Qu'on le veuille ou pas, 2025 marque la fin de ce cycle politique qui a duré plus de 30 ans et qui a qui n'a pas permis à la Côte d'Ivoire de se construire, en tout cas d'un point de vue démocratique, et de construire une société plus moderne qui permettrait aux Ivoiriens de garantir tous leurs droits. Donc c'est de ça que j'ai parlé quand j'étais le frère Blé Goudé, pour que nous autres qui arrivons maintenant sur le terrain, nous nous déterminions par rapport à cela, afin que nous ayons notre mot à dire pour la fin de ce cycle-là qui commence à parler de 2025. Voilà un peu l'explication que je peux donner et qui est derrière la phrase que j'ai prononcée, que nous sommes à la fin d'un cycle politique. 2025, effectivement, marque la fin d'un cycle politique. Parce que même si le président Bédié, il n'est plus dans le jeu, même si le président Ouattara, même si le président Gbagbo en 2025 se représente et que par derrière, l'un d'entre eux gagne les élections, il n'empêche que pour le cycle 2030, il n'est pas sûr que nous les aurions encore dans le jeu politique. Et donc, 2025 marque effectivement la fin du cycle politique qui a commencé en 90 avec les 3 grands acteurs que nous avons connus et qui sont encore sur le terrain. Voilà l'explication que je pouvais vous donner. D'accord. Merci bien, honorable Assalé Temoko. Est-ce que, après ce que vous venez de dire, l'idée que je suis en train de me faire de votre petit exposé, est-ce que vous êtes en train d'annoncer plus ou moins votre candidature? Est-ce que vous êtes sur la voie de créer un parti? Vous êtes candidat aux prochaines élections 2030 présidentielles?
Bon, on parlait de 2030 mais 2025, parce que l'échéance la plus courte, c'est 2025. Ok, je vous ai prolongé à 2030 parce que vous avez reconnu que si jamais le président Gbagbo ou le président Alassane se présente, que l'un d'entre eux gagne, voilà, on risque de les avoir encore. Mais c'est sûr qu'en 2030, on ne les aura pas. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous êtes un futur candidat? Ce qu'il faut noter, c'est que dans tous les cas de figure, nous sommes obligés aujourd'hui de créer une nouvelle dynamique politique. C'est-à-dire que les grands partis politiques, pendant 30 ans, pendant 40 ans, ont régenté le jeu politique en Côte d'Ivoire et ont fonctionné un peu comme des dynamiques qui ne permettent pas de se projeter dans l'avenir. Moi, je suis au Parlement depuis maintenant 3 ans que je suis au Parlement de Côte d'Ivoire. J'ai eu le temps d'observer comment le Parlement fonctionne. J'ai eu le temps d'observer comment les acteurs politiques interagissent au Parlement. J'ai eu le temps de comprendre comment les partis politiques agissent au Parlement. Et j'ai compris qu'un tel système, en aucune manière, ne peut nous projeter dans l'avenir, ne peut construire une dynamique qui protège les droits des Ivoiriens. Et donc, c'est pour ça que je n'ai pas voulu rentrer dans un parti politique parce que ce sont des dynamiques négatives. Ce sont des dynamiques qui fonctionnent en vase clos et qui ne permettent pas aux citoyens de démonter le génie qui est en eux. Alors, le PDCI, le PPACI, le RADP ont fonctionné un peu comme le parti unique en termes de débat à l'intérieur. De sorte qu'aujourd'hui, ces grands leaders-là écrasent par leur présence tous ceux qui sont dans ces partis-là qui veulent peut-être prendre une indépendance. Tant qu'ils sont là, ceux qui sont derrière eux ne peuvent pas prendre aucune indépendance. Alors, c'est vrai, c'est le contexte qui a créé cela. C'est par rapport à l'histoire de notre pays qu'on a eu ces leaders forts. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on va continuer avec cette dynamique-là quand ces leaders-là auront fini leur mission? Il faut bien créer de nouvelles dynamiques. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, il y a un divorce entre le peuple de Côte d'Ivoire et sa classe politique. Et ce divorce est très fort. C'est vrai qu'il y a des mouvements quand les leaders se promènent. Le président Gbagbo était à Beauville, je pense hier et avant-hier. Il y a eu beaucoup de mobilisation. Mais en termes de contribution du peuple au jeu électoral, les Ivoiriens ont décroché. Les Ivoiriens ont beaucoup décroché parce qu'ils ont tous été bernés par les acteurs politiques qui n'ont pas été francs, qui n'ont pas été objectifs, qui n'ont pas été concrets, corrects. Et donc, il y a un vrai divorce. Et donc, il faut construire une nouvelle dynamique qui réconcilie les Ivoiriens avec une nouvelle classe politique qui n'est pas trop impliquée dans le jeu qui a causé le tort qu'on a connu dans le pays. Et donc, moi, je considère que Assalé Timoko Atiasalé fait partie de cette nouvelle classe politique-là, qui n'est pas compromis, qui n'est pas engagé dans les palabres politiciennes et qui ne se bat que pour les intérêts communs. Voilà, c'est ça ma dynamique. Et donc, je considère que pour 2025, ce n'est pas forcément la présidentielle qui est notre objectif. C'est que notre objectif, c'est de construire une dynamique au Parlement. Moi, je suis en train de mettre en place des jeunes leaders à travers le pays, dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, pour qu'en 2025, nous allions aux élections législatives, parce qu'effectivement, les législatives auront lieu en 2025 après la présidentielle. Et nous voulons le Parlement avec un groupe parlementaire fort de jeunes non impliqués dans le drame ivoirien, impliqués dans les partis politiques et qui vont aller parler au nom des Ivoiriens. Je me sens un peu à l'étroit au Parlement. Les sujets que j'aborde sont des sujets d'intérêt national, mais les partis politiques fonctionnent de telle sorte qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ne peuvent pas porter leurs revendications au niveau de l'État. Donc il faut qu'il y ait des dynamiques jeunes, non compromises dans les partis politiques qui puissent porter la voix des Ivoiriens et qui puissent envoyer un nouveau son de cloche à la Côte d'Ivoire. Faire la politique autrement et faire en sorte que les Ivoiriens se reconnaissent dans ces acteurs-là et prennent leur part de responsabilité pour créer dans notre pays une masse critique des citoyens qui comprennent les enjeux et qui vont se battre pour qu'on ait un changement comme ce qu'on vient de connaître au Sénégal. Voilà un peu la dynamique dans laquelle je m'inscris. Donc pour moi, ce n'est pas une affaire par élection présidentielle. À chaque jour suffit sa peine. Nous sommes en train de construire une dynamique et puis en fonction de l'évolution de la situation politique sur le terrain, chacun de nous va se déterminer par rapport à 2025 et par rapport à 2030. Voilà un peu le schéma dans lequel nous sommes. D'accord. Merci bien, Honorable. Honorable, votre thème est tellement vaste parce que quand on dit la fin d'un cycle, ça englobe beaucoup de choses parce qu'on peut voir au même moment qu'il y a une révolution qui est déjà en marche avec nos amis panafricains. Et quand vous dites quand vous montrez plus ou moins les limites des différents partis politiques traditionnels que nous avions, est-ce que vous pensez que dans ce nouveau cycle qui commence là, on doit plus ou moins s'allier à la vague de cette lutte panafricaine qui se passe autour de nous? Vous avez cité le Sénégal. Je pense que le Sénégal a crié tellement fort. C'est vrai que son palabre est à l'intérieur, mais la lutte panafricaine a aidé son corps dans cette lutte-là. Est-ce que vous pensez que ce nouveau cycle qui va commencer en Côte d'Ivoire là a besoin aussi de cette bouffée d'oxygène venant de la lutte panafricaine? Bon, vous savez, c'est Victor Hugo qui l'a dit. Il a dit qu'il n'y a rien de plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue.
Voilà. Il n'y a rien de plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Nous sommes à l'heure du changement, nous sommes à l'heure de la demande de compte des populations vis-à-vis de leur élite, vis-à-vis de leurs dirigeants. Pendant 30 ans, pendant 40 ans, une classe politique a dirigé nos États, une classe politique a dirigé nos pays et a montré ce qu'elle pouvait faire, a montré ses résultats, a montré ses échecs. Il est clair que la réalité n'est pas très réalisante et qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui est télécommunication, technologie, la communication, il y a forcément une nouvelle façon de réfléchir. Aujourd'hui, les jeunes africains sont interconnectés, le monde est interconnecté et donc, de quelque part qu'on se trouve à travers le monde, on a accès à toutes les informations. Cela crée des dynamiques nouvelles, dont ce que vous appelez le panafricanisme. Évidemment, c'est un vent nouveau qui s'ouvre sur l'Afrique. Et tous les États qui ne vont pas pouvoir faire leur transition à ce niveau-là vont avoir des difficultés. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a un vent qui souffle. Il faut comprendre le silence dans ce vent-là pour pouvoir l'interpréter et s'adapter par rapport à ça. Après, c'est des démarches particulières que chacun doit avoir. Moi, je n'ai pas forcément la même compréhension du panafricanisme que certains. Moi, je pense qu'à l'intérieur de chaque État, on doit pouvoir construire nous-mêmes notre propre rêve, notre propre dynamique pour pouvoir faire nos changements. Et donc, c'est pas le mouvement d'ensemble qui m'intéresse. Moi, c'est le mouvement interne qui m'intéresse. Est-ce qu'à l'interne, on a des jeunes, est-ce qu'on a des citoyens suffisamment formés pour comprendre les enjeux, pour ne pas aller à des aventures périlleuses? C'est ça d'abord les questions que moi je pose. Alors donc, ce que vous dites est vrai, il y a un vent de panafricanisme, mais il faut pouvoir être objectif et ne pas prendre à tout va ce qui arrive de l'extérieur, mais ce qui arrive dans l'air des temps. Il faut pouvoir être lucide, peser le pour et le contre, poser les problématiques centrales et prendre les décisions qui s'imposent à chaque État. Tous les États n'ont pas la même problématique, tous les États n'ont pas la même dynamique politique. Et donc, il ne suffit pas de dire panafricanisme, il faut construire à l'intérieur une dynamique qui participe à construire le changement sans qu'on tombe dans des choses qui vont nous conduire après dans des vagues qu'on ne maîtrisera pas. D'accord, merci bien honorable. Honorable, il faut dire que la situation de la Côte d'Ivoire est très compliquée, mine de rien. Il y a tellement de divergences et tellement de leaders à la tête de chaque petit groupe qu'on ne sait plus où on s'en va. Vous avez tout à l'heure souligné un peu votre isolation au niveau du Parlement, parce que vous êtes plus ou moins seul là-bas à vraiment parler au nom du peuple. Et on peut voir que nos amis de l'opposition, des différentes classes politiques, très souvent même combattent vos idées là-bas au niveau du Parlement. Comment puisque vous avez parlé d'être intéressé de ce qui se passe à l'interne, comment est-ce que vous comptez vous prendre? Parce que je pense que c'est à cause de toute cette divergence ou bien cette cacophonie-là que vous êtes resté indépendant jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce que vous n'êtes pas en train de créer un autre nid à côté? Est-ce qu'on n'aura pas finalement 3 têtes? C'est-à-dire comment est-ce qu'on fusionne l'opposition et l'indépendant, c'est-à-dire l'opposant et l'indépendant, d'une voix pour être une vraie opposition face au pouvoir? Je ne sais même pas comment poser ma question, mais je vais dire qu'il y a... Je comprends votre question. Allez-y, si vous comprenez. Allez-y. Je comprends votre question, mais je vais vous répondre tout cash. Il n'y a aucune possibilité qu'on fusionne à Saleh Timoko et l'opposition du Côte d'Ivoire. Parce que je ne vais participer d'aucune manière au drame ivoirien. Voilà, moi, c'est ma conviction profonde. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un divorce entre une partie de la population ivoirienne et sa classe politique. Voilà, on a tout essayé en fait. Ce pays-là, on a tout essayé. On a tout essayé et on a eu le résultat. Moi, je pense qu'il faut une nouvelle classe politique. Je pense qu'il faut une nouvelle dynamique politique. Je pense que dans chaque zone de la Côte d'Ivoire, dans chaque région de la Côte d'Ivoire, il faut construire ce qu'on appelle la masse critique. Et cette masse critique-là, elle n'est pas dans les partis politiques qui ont réussi à nous fragiliser, qui ont réussi à nous diviser, qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, on n'a pas un peuple de Côte d'Ivoire, on a des peuples de Côte d'Ivoire. On a un peuple du RADP, on a un peuple du PPACI, on a un peuple du PDCI. Dans une telle dynamique, il n'y a pas un sentiment d'appartenance à une cause commune qui est notre pays, qu'on appelle la Côte d'Ivoire. On a des sentiments d'appartenance à des clans. Et c'est sur cette base-là que les partis politiques en Côte d'Ivoire ont fonctionné et c'est ce qui a fait leur force. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de construire une nouvelle dynamique consciente. Et parce qu'on a un peu réussi à Tiafalé. Voilà, au Sénégal, ce qui s'est passé là-bas, c'est pas sorcier. Ça marche au Sénégal parce que, comme Sonko l'a dit, ce ne sont pas les individus qui comptent. Ce qui compte, c'est de construire la masse critique de citoyens qui comprennent les enjeux et qui réfléchissent en termes de bien commun. C'est ça qui a fait la différence au Sénégal. En Côte d'Ivoire, on n'en est pas encore là. Ici, on est encore à des citoyens qui construisent leur dynamique par rapport à des partis politiques, par rapport à des individus. Ils sont prêts pour le président Ouattara, ils sont prêts pour le président Gbagbo,
Ils sont prêts pour président Bédié, paix à son âme, mais maintenant pour M. Thiam. Ils ne sont pas prêts pour la Côte d'Ivoire. Ils sont prêts pour des individus. Donc la Côte d'Ivoire ne leur importe que lorsque leur leader est au pouvoir ou bien leur leader sera au pouvoir. Tant qu'on a cette dynamique-là, on est capable de rien du tout. Ce qu'il faut faire, c'est de commencer par la base. C'est ce que j'ai dit. Et c'est ce que j'ai essayé de faire à Thiès-Salé que j'ai réussi. Vous savez, Thiès-Salé est une zone PDCI. Et après une zone PPACI, enfin FPI. Et puis après, ça devient troisième groupe politique à Thiès-Salé, c'est le RADP. Pendant près de 50 ans, ce sont ces partis-là qui ont dirigé la commune de Thiès-Salé en termes de députation, en termes de municipalité. Au point où personne d'autres, nos partis politiques n'avaient pignon sur rue dans cette commune de Thiès-Salé. Mais qu'est-ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui? Mais on a réussi à aller dans les villages, on a réussi à parler aux jeunes, on a réussi à construire de nouveaux citoyens dans cette ville-là. On leur a expliqué à quoi c'est un bulletin de vote, on leur a expliqué à quoi c'est une commune, on leur a expliqué à quoi c'est un député. Donc on a éveillé les consciences et on a permis aux gens de comprendre les enjeux d'un vote. Aujourd'hui, le peuple de Thiès-Salé a atteint la masse critique. C'est vrai qu'il y a les militants des partis politiques qui sont là, qui votent leur candidat. Mais la majorité du peuple de Thiès-Salé a atteint la masse critique et désormais ne vote plus n'importe comment. Ils savent maintenant quoi c'est un bulletin de vote. Même dans les villages où les gens ne sont pas à l'école, ils savent maintenant ce qu'on appelle un bulletin de vote. Pendant les municipales, des gens sont allés donner des ambulances, des millions, construire des hôpitaux dans les villages pour qu'ils changent leur vote. Mais ils n'ont pas changé leur vote. On a gagné, ils ont annulé. On a arrêté encore, ils ont perdu. Ça veut dire que la masse critique, elle est déjà construite là. Quand vous arrivez à construire ça dans chaque région, dans chaque ville, en ce moment-là, vous avez une dynamique de personnes qui sont plus nombreuses, qui pensent que ce ne sont pas les individus qui comptent, mais c'est la vision qui compte, c'est le projet société qui compte, c'est l'État qui compte, et par conséquent, ils peuvent changer. Mais quand vous regardez nos partis politiques de l'opposition là, moi je les vois au Parlement là-bas, il y a des moments où il y en a qui votent contre le député que je suis parce que je suis pas dans un parti politique. Alors que ce qui est en jeu, c'est les Ivoiriens. Comment vous voulez que nous autres, nous avons créé notre propre dynamique, nous avons créé notre propre trajectoire? C'est ça surtout. Nous, on n'a pas été fait par un gourou, on n'a pas été fait par un parti politique. On s'est construit nous-mêmes avec notre propre dynamique, avec notre propre intelligence. Et donc, il faut faire en sorte que beaucoup d'Ivoiriens acceptent cela, d'aller au charbon, d'aller sur le terrain pour aller parler à leurs parents, pour créer cette dynamique-là. Donc, on ne va pas se mettre dans des partis politiques pour construire une dynamique négative, après pour être responsable du drame ivoirien. Nous, on ne rentre pas dans ça. Nous, on veut construire une propre dynamique. Aujourd'hui, je pense que les Ivoiriens ont compris quoi c'est un député. Avant que je ne sois au Parlement, c'est vrai, il y avait des députés, mais il n'y avait pas de combat mené par des députés sur des thématiques centrales. Mais aujourd'hui, on a tellement expliqué aux gens, j'ai tellement réagi que beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui ont compris à quoi c'est un député. Et de tous les bancs où ils sont, ils savent qu'à Côte d'Ivoire, il y a des députés qui ne se laissent pas faire et qui prennent position lorsqu'ils doivent le faire. C'est ça qu'on doit construire. Donc, il n'y a pas à construire une dynamique avec une opposition contre un camp ou bien avec le pouvoir contre un autre camp. Non, moi je pense qu'il faut construire une nouvelle dynamique, une nouvelle classe politique, pas une nouvelle génération de politiciens. Parce que cette génération-là, on y a gouverné avec l'ancienne classe politique et donc sont comptables de cette manière du drame ivoirien. Il faut construire une nouvelle dynamique. Si on veut un vrai changement là, il faut construire une nouvelle dynamique politique avec des gens qui ne sont pas impliqués, avec des gens qui ne sont pas compromis, avec des gens qui ont construit leur propre trajectoire et qui ont un peuple derrière eux qui a compris pourquoi ils sont derrière eux. Voilà cette dynamique que nous on veut créer. Et donc on n'intégrera pas un parti politique à toute fin utile. On pourrait nous-mêmes créer notre propre dynamique politique avec un mouvement qu'on pourrait lancer demain pour pouvoir fédérer tous ceux qui veulent le changement pour mener le combat pour la vie et non le combat pour la mort comme dans celui dans lequel on nous a inscrit depuis 30 ans. D'accord. Honorable, votre dernière intervention tout à l'heure a suscité une question dans ma tête. Le temps que je vous pose cette dernière question et on va ouvrir notre causerie à nos amis qui sont venus nombreux vous écouter. Honorable, quand vous dites que il faut qu'on change carrément tout parce qu'il y a parmi ces désireux à venir au pouvoir là qui ont déjà gouverné d'une manière ou d'une autre à travers les anciennes classes politiques. Or, s'ils sont jeunes et que vous êtes jeunes, est-ce que vous pensez que vous allez vous en sortir, honorable? Voilà, on a le président du COGEP qui est M. Charles Blé Goudé, qui est forcément très jeune, qui n'a que 51 ans, je pense. On a le président aussi de GPS, qui est aussi très jeune, le président Sori Kibafoy Guillaume, qui n'a que aussi 52 ans, qui aura 52 ans. Mais je veux dire qu'ils sont aussi jeunes. Quand bien même on sait qu'à travers, ils ont mené des luttes dans les anciennes classes politiques, qui eux aussi sont désireux du pouvoir. Et que vous êtes en train de dire que on doit carrément tout changer. Est-ce que vous allez vous en sortir dans la lutte future? Est-ce que ça va pas continuer? C'est pourquoi dans ma question, j'ai dit, est-ce que c'est pas un autre nid qui est en train de se créer?
C'est-à-dire que est-ce qu'on n'est pas en train de davantage fissurer la nappe? C'est vrai que vous avez fait quelque chose comment on dit, à Tia-Salé qui a marché et que vous essayez d'étendre ça sur un plan national. Mais si vous êtes aussi dans cette dynamique de suffisance de ce que vous avez été victime de la non-coopération de ces différentes classes politiques-là et qui vous a isolé, si vous restez aussi dans cette dynamique de suffisance que vous avez réussi à Tia-Salé et que vous pourriez étaler ça sur le reste de la nation, sans vraiment trouver une manière d'ouvrir ou bien une ouverture pour fusionner cette façon de voir là avec ces nouvelles générations qui arrivent, on peut dire le COGEP, le GPS, le MGC, ces nouveaux partis là. Est-ce que vous ne serez pas en train de répéter l'histoire? Oui, mais justement, c'est la problématique qui est posée. Est-ce qu'on crée une nouvelle dynamique ou bien est-ce qu'on s'assoit sur les anciennes bases pour continuer de créer une nouvelle dynamique? Tu as des bases déjà faussées, non? Je dis que je ne créerai pas de parti politique. C'est une notion. Le parti politique est différent d'un mouvement politique. Un mouvement politique rassemble des gens qui portent des valeurs et qui se rassemblent autour, se mobilisent pour conquérir un pouvoir politique, des postes politiques. Et donc, c'est un mouvement qui a une base à la base, qui à la base est très large et donc tu peux fédérer. Je ne suis pas en train de dire que COGEP, GPS, MGC, même MGC c'est dirigé par Mme Simone Gbagbo, c'est pas la nouvelle génération. Et donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a un divorce entre les Ivoiriens et la classe politique ivoirienne. C'est un fait. Il suffit d'être sur le terrain pour parler aux Ivoiriens, pour comprendre combien de fois ils sont désabusés, majoritairement devant ce qui se passe politiquement en Côte d'Ivoire. Et donc, ce qu'il faut créer aujourd'hui, c'est une nouvelle dynamique qui propose autre chose aux Ivoiriens. Et non les mêmes ruses, et non les mêmes postures de clan. C'est ça que je pose comme principe. Et donc, j'ai dit dans cette optique-là, ce que nous avons construit, la vision que nous avons, c'est de faire en sorte que l'Ivoirien soit au cœur de la problématique politique en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui vont penser que cette dynamique est la bonne et qui veulent la rejoindre, elles seront les bienvenus. Au Sénégal, là, si Sonko avait raisonné ainsi, en voulant s'associer aux dynamiques anciennes, il n'aurait pas créé cette dynamique qui a provoqué le changement au Sénégal. Parce qu'ils ont résisté à une dynamique ancienne qui voulait les absorber, qu'ils ont réussi. Et donc, il faut d'abord démarquer son territoire. Nous, notre territoire là, nous disons que nous ne voulons pas être comptables des anciennes pratiques. On veut créer la rupture, et la rupture totale. Et donc, si on n'est pas capable de créer cette rupture-là et qu'on veut se compromettre encore avec des pratiques anciennes, ça veut dire qu'on n'a pas compris le jeu. Et donc, tous ceux qui s'inscrivent dans cette nouvelle dynamique-là, qu'ils soient COGEP, qu'ils soient PPACI, qu'ils soient comment on appelle ça, GPS, en ce moment-là, les valeurs que nous nous portons, on va voir dans quoi est-ce qu'il y a une convergence et dans quoi il y a une divergence. Mais nous disons que nous avons notre trajectoire, nous, et on ne se laissera pas fondre dans un mouvement qui va nous absorber. Ça, c'est très clair. Autrement, on n'aurait pas pris tous les risques qu'on a pris pour être là où on est aujourd'hui. Voilà ce que je voulais expliquer pour que vous compreniez mieux. Voilà, c'est très bien répondu, hein. C'est très bien répondu pour Odora Bassalé. Je vais ouvrir notre causerie à nos amis. Du côté des Zéno, voilà, je vois vos mains sont levées. Et ensuite, Monsieur Mouloukou. Monsieur Seyi, allez, ouvrez votre micro. Oui. Bonsoir, honorable. Bonsoir, Monsieur Seyi. Oui, honorable, j'étais déjà en Côte d'Ivoire et on s'est appelé plusieurs fois. Je dois passer à Tia-Salé, mais malheureusement, nos programmes ne nous ont pas arrangé. Oui. Alors, je partage entièrement, mais je vous dis entièrement, votre vision. Je la partage, c'est pourquoi je vais chercher à vous rencontrer et je n'ai pas baissé les bras pour cela. Voilà. Et tu veux passer par M. Yuan Roger, mais bon, je n'ai pas encore abouti. Oui. Alors, je disais que je partage votre idée parce que, effectivement, depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, la politique ivoirienne tourne autour de ces trois personnes donc, que vous avez citées avec leurs trois grands partis politiques. Mais effectivement, c'est la fin d'un système. C'est la fin, on ne peut pas les retrouver forcément en 2030. Donc, je suis entièrement d'accord. Pour que nous ayons une nouvelle dynamique, une nouvelle politique, une nouvelle vision, il faut effectivement de nouvelles personnes qui ne sont pas impliquées dans toutes ces crises que nous avons. Je suis d'accord avec vous. Vous savez, pour réconcilier, dans nos villages, on a nos valeurs. On a nos valeurs dans nos villages. Quand il y a un problème, le chef du village, il convoque le protagoniste sur la palabre. Mais ici, dans notre cas d'espèce, les protagonistes, ce sont les trois personnes-là avec leurs différents partis politiques. Mais il y a la deuxième personne qui nous manque, c'est le chef du village qui va mener ce débat pour nous amener à une vraie réconciliation. Mais le chef du village, on ne peut pas être juge parti. Ce qui veut dire que ces trois personnes qu'on a citées ne peuvent pas effectivement faire partie de ceux qu'on peut choisir comme chef du village. Je suis d'accord avec vous parce que effectivement, il nous faut une nouvelle personne avec une nouvelle vision, quelqu'un
qui a des vraies valeurs, de la sagesse, comme vous parlez, comme vous exprimez, vous raisonnez. Je suis prêt à militer avec vous et je souhaite vraiment vous rencontrer. J'ai pas de questions parce que depuis tout le temps, c'est comme ça que je raisonne. Donc, je partage votre idée, je partage votre vision. Merci beaucoup. Merci bien, monsieur Sey. Allez-y, monsieur Mouloukou, allez-y. Je voudrais saluer très fraternellement l'honorable Assali Tchemoko. Charlène peut témoigner du fait que pendant la campagne, nous avons essayé parce que je voulais contribuer financièrement, mais ça n'a pas été possible. Je crois que l'honorable avait suffisamment de ressources. Il nous a pas contribué. Allez-y. À mon prédécesseur, M. Sey, je partage votre avis, votre analyse. Je pense qu'il faut renouveler la classe politique. Il faut la renouveler et c'est tout à fait normal. Hein. Je crois qu'on va être un peu sévère. Moi, je vais être un peu plus sévère parce que quand on dit classe politique, on dit oui, c'est cette génération depuis 90, mais il y a des jeunes gens qui ont été des acteurs très influents dans tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc, il faut revoir. Il faut regarder tout ça. Est-ce que ceux-là sont prêts à changer de fusil d'épaule, à ne plus gérer comme leurs mentors? Parce que tous ont été des mentors. Il y a des jeunes à des âges très peu élevés. Ils ont occupé des postes de responsabilité. Donc, ils ont impacté la vie politique, sociale et économique de ce pays-là. Et aujourd'hui, il faut vraiment changer de paradigme. Moi, je vous appelle le Sonko ivoirien. Il faut effectivement, si Sonko a réussi, ils ont travaillé sur des problématiques comme celle de la lutte contre la corruption, comme la transparence, la responsabilité dans la gestion des ressources publiques. Ce sont des thèmes très importants, des thématiques c'est très important. Il faut effectivement insister là-dessus et les parents peuvent le comprendre. Alors, vous avez tous mes encouragements et on va se voir à Abidjan. Je vais y arriver dans quelques mois. Merci. Ok. Merci, M. Mouloukoukou. C'est M. Mouloukou, c'est pas Mouloukoukou. D'accord. On va prendre rapidement M. Mike. Mike, allez-y. Oui, bonsoir tout le monde. Je me présente Mike, le régulateur sur la toile. Bien. C'est vrai que moi, j'écoute beaucoup Monsieur Assalé, Tchemoko, parce que c'est une personne assez percutante, c'est bien vrai. Mais alors, j'aimerais savoir, cet homme, quand il dit que les trois dinosaures doivent partir, certes, mais quand on voit l'ampleur du président Ouattara aujourd'hui, est-ce que une personne aujourd'hui peut le rivaliser, sachant que lui, il a une force pénétrante pour pouvoir gérer la Côte d'Ivoire, la stabiliser, sachant que en Côte d'Ivoire, c'est que côté planique. Il n'y a pas d'amour. L'amour, c'est parce que je suis bêté, forcément je vais du côté bêté. Je suis Dioula, forcément du côté Dioula. Ou Baoulé. Aujourd'hui que le président Ouattara essaie de inculquer une nouvelle force mentale aux Ivoiriens pour être un seul, qui veut dire la Côte d'Ivoire. Est-ce que ma question que je tenais à poser à M. Assalé, sachant que lui-même, c'est une personne aussi qui a, dans son circonscription, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il a pu faire pour pouvoir donner une force pénétrante à la nouvelle génération pour que tout le monde converge vers lui. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà ma question que je comptais poser à M. Maître Assalé Tchemoko. Allez-y, honorable. Merci, Marc, le régulateur. Bon, alors, il faut d'abord partir du principe que le président Ouattara ne pourra pas être à la tête du pays à de vitam aeternam et qu'un moment viendra où il ne pourra plus être là. D'ailleurs, en 2020, déjà, il était parti. Il avait demandé que M. Gon Coulibaly lui succède. Enfin, il était parti en proposant une personne. S'il n'y avait pas eu cette drame qu'on a connue avec M. Gon Coulibaly après M. Ahmed Bakayoko, le président Ouattara ne serait plus à la tête du pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nul n'est indispensable, nul n'est irremplaçable. Un pays est une continuité. Un homme ne pourra pas rester à la tête du pays jusqu'à la fin des temps. Un moment vient où il s'en va. Un moment vient où une autre génération arrive. Et donc, si on dit que parce qu'il a un leadership, parce qu'il a cette puissance de contrôler la machine, donc il doit rester là jusqu'à ce que mort s'en suive, ça veut dire qu'on n'a pas compris encore le jeu politique. Je ne suis même pas sûr que le président Ouattara lui-même est dans cette dynamique-là. Il a fait une interview il y a 2 ans sur RFI. 2 ans sur RFI, où il disait qu'il espère qu'en 2025, des Ivoiriens plus jeunes que lui et ses prédécesseurs se présenteront à la présidentielle. Vous pouvez retrouver l'interview sur YouTube, interview encore disponible. Il dit clairement, j'espère qu'en 2025, des Ivoiriens plus jeunes que moi et mes prédécesseurs se présenteront au présidentiel. Vous voyez déjà qu'il a intégré le fait qu'il va partir et que d'autres Ivoiriens doivent venir gérer la machine. C'est qu'il faut se poser la question de savoir qui sont ceux qui arrivent après ceux-là. Parce que Oufé Bédié, Gbagbo,
et Ouattara ont été formés. Le président Foubani et sa génération ont formé de hauts cadres, dont la plupart sont aujourd'hui à la retraite. M. Gbagbo, M. Bédié, M. Ouattara, mine de rien, ont eu de bonnes formations politiques, ont eu de bonnes formations universitaires. Et c'est pour ça qu'ils ont pu tenir certaines machines. Mais quand ils sortent du jeu là, qui arrive? Est-ce que cette génération a été nourrie à la mamelle à la violence, de la tricherie, de la fraude, des compromissions? Tu vas venir diriger le pays, ou bien on essaie de construire une nouvelle dynamique qui soit plus vertueuse. Voilà les questions qu'on doit se poser. Donc, il faut déjà te préparer à se dire qu'une dynamique va finir et qu'ensemble, on doit regarder dans le pays qui sont ceux qui portent des valeurs qui construisent, des valeurs qui rassemblent, et donc se mettre autour de ces valeurs-là pour que demain on puisse diriger le pays. Je répète ce mot-là. C'est autour des valeurs qu'on dirige un pays. On ne dirige pas un pays autour d'individus. C'est ce qu'on n'a pas compris depuis 30 ans et tu nous as compris dans le mal dans lequel nous sommes aujourd'hui. Il faut qu'on construise de nouvelles valeurs et qu'on doit mettre des gens qui posent ces valeurs-là à la tête de notre pays. Ça veut dire qu'on peut se rassembler autour de ces valeurs et non autour des clans, non autour de l'ethnie, non autour de la région et non autour de la corruption. Voilà les valeurs, les choses qu'il faut combattre. Donc le président Ouattara, à un moment donné, forcément, il va partir. Donc il faut qu'on intègre le fait qu'ils vont partir et que une nouvelle génération doit arriver. C'est celle-là qu'on doit préparer maintenant pour demain prendre la relève. Mais il faut qu'on sache qui vient et quelle est sa trajectoire, quel est son parcours, qu'est-ce qu'il a fait pour les Ivoiriens pour arriver là à vouloir prétendre diriger les Ivoiriens. On doit tous faire ce débat-là. Et c'est un débat qui appartient à tous les Ivoiriens et non à un clan. Voilà ce qui concerne le président Ouattara. Ce qui concerne Kia Salé, je pense qu'aujourd'hui, on a réussi quelque chose que les gens ne comprennent pas en fait. Réussi à faire voter des gens qui sont à la base des militants des partis politiques. Et c'est là pour dire, c'est un indépendant que nous voulons voter parce qu'on a compris ce qu'il a proposé comme vision. On a compris ce qu'il a proposé comme schéma politique. On a compris à quoi c'est la politique. C'est ça qu'on a réussi à faire ici. Et donc, dans cette ville-là, il est difficile que quelqu'un vienne à une élection locale pour détruire ce qu'on a construit. Vous savez, ce qui est le plus important, c'est les valeurs. Quand vous construisez une dynamique politique sur des valeurs, sur un discours qui projette les gens dans l'avenir, vous ne pouvez pas détruire ce discours-là avec l'argent. Tout le monde le sait. Aux dernières législatives à Salé ici, on n'a jamais vu autant d'argent déversé dans une commune. 2 milliards ont été mobilisés pour vaincre l'indépendant que je suis à Salé ici. 2 milliards de francs CFA. Tout le monde l'a vu. Pour quel résultat? Oui, c'est vrai. 2 milliards ont été mobilisés. 7 ministres de la République étaient sur le terrain. 7 ministres, des députés du parti au pouvoir étaient sur le terrain, des directeurs de cabinet, des DRH, tout le monde a été mobilisé pour Salé. Ça a été une vraie bataille. C'était comme si c'était le pays lui-même qui affrontait un indépendant. Mais pour quel résultat? Une défaite à la base. Ça veut dire que le peuple, quand il a atteint la masse critique là, vous ne pouvez plus. C'est ce schéma qu'on doit construire. Si on réussit à faire ça à Danyoua, à Daloa, à Bandoukou, à Outiéné, à travers le pays, vous allez voir que ceux qui vont venir prétendre diriger les Ivoiriens vont se former avant de venir. Parce que tu verras en face d'un peuple qui est tellement instruit, qui est tellement informé, qu'il ne leur fera plus de cadeaux. Voilà ma vision à moi. Et c'est dans ça que je suis inscrit. Merci bien, honorable. Monsieur Mike, voilà, on va prendre quelqu'un d'autre. Merci pour votre contribution. Allez-y, Picheri Balé. Picheri Balé là. Allez-y, Picheri. Votre main levée. Merci beaucoup, Charlène. Oui, je suis là. C'est bon? C'est bon, allez-y. Vous m'entendez? D'accord. Oui, merci. Très bien. Merci beaucoup, Charlène. Bonjour, honorable. Bonjour, Picheri. Voilà, je voudrais vraiment prendre la parole ici pour remercier l'honorable Assalé Tiemoko parce que vraiment, pour nous autres, c'est un modèle. C'est un modèle parce qu'il a réussi, avec sa vision, à imposer quelque chose à Kia Salé où il est en train de faire des expériences vraiment très enrichissantes. Nous, on était là-bas il y a une semaine. En tout cas, on a été très, très édifiés. Et je voulais dire, je ne comprends pas pourquoi quand on parle de changement de cycle, ça suscite beaucoup de passion alors que c'est l'ordre naturel des choses. Qu'on le veuille ou pas, tous ceux qui sont à la tête des grands partis politiques partiront. Mais après eux, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça en fait l'inquiétude. Parce que dans leur propre parti, il n'y a pas eu suffisamment de démocratie pour que un leadership des jeunes puisse réellement se développer. Et malheureusement, c'est pas une question de génération parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont été nourris à la mamelle de la corruption, de la violence, comme le disait l'honorable tout à l'heure. Donc, il s'agit pas trop d'une question de génération. Il s'agit d'une question de qualité de citoyen. Et c'est pour ça que nous autres aussi, on s'est engagés au sein de la société civile sans entrer dans les partis. C'est vrai que nous sommes une société civile du genre plutôt engagée, mais on est heureux de savoir qu'il y a des gens comme l'honorable qui montrent qu'on peut faire les choses autrement. Et moi, je veux donner l'exemple de chez moi. Moi, je viens
de Diego Nefla, pour dire que avant même qu'on ne décide d'aller sur le terrain pour former les citoyens afin qu'ils sachent ce qu'ils veulent, il faut dire que les Ivoiriens même en ont marre. Mais malheureusement pour eux, il n'y a pas de modèle qu'ils puissent suivre. C'est ça leur problème en fait. Ils en ont marre, mais ils continuent de voter les mêmes parce qu'il n'y a personne de différent en fait. Donc pour revenir au modèle de chez moi, en 2021 déjà, en 2021 chez moi à Diego Nefla, un indépendant est passé devant les trois grands partis. Et ça, c'est pas parce qu'il y a eu une sensibilisation particulière des populations. Les populations ont simplement exprimé leur désir de changement. Cet indépendant-là a gagné devant les trois grands partis. Malheureusement, le lendemain, il est allé vendre sa victoire au RHDP. Malheureusement. Et à ces législatives-là, on a eu beaucoup d'indépendants. On a eu plus près d'une trentaine d'indépendants. Et ils sont restés seulement 2 qui n'ont pas vendu leur victoire. Et l'un de ces 2-là, c'est le député Assalé Temoko qui fait vraiment beaucoup de choses pour montrer que on peut faire la politique autrement. Donc moi, j'interviens d'abord pour le féliciter encore une fois, pour lui exprimer toute mon admiration, tout mon soutien, mais dire aux Ivoiriens, aux citoyens en général qu'on doit se réveiller. L'époque du culte de la personnalité, là, on doit dépasser ça. Parce que notre pays est malade. Tout à l'heure, on parlait des déguerpissements abusifs. Mais il n'y a pas que ça. Rien ne va dans notre société. Rien. Mais vraiment rien. Il n'y a pas un secteur d'activité où on va dire que tout va bien. Il y a un problème. Notre société est gangrénée par la corruption, par beaucoup de choses. Donc, il faut qu'on retourne à la Côte d'Ivoire des valeurs, à la Côte d'Ivoire des compétences et c'est ça le nouveau cycle aussi. C'est pas changer les hommes pour changer les hommes. C'est changer les hommes pour des hommes de qualité, pour des hommes de valeur, ou des gens qui vont transformer réellement la société pour aller vers cet idéal auquel nous aspirons, nous tous. Donc vraiment, j'ai pas de questions à poser, mais je voudrais vraiment encourager l'honorable et puis dire que nous autres, en tout cas, on le soutient, on est avec lui et voilà quoi. Merci. Merci, Picheri. Allez-y, honorable. Merci, Picheri. Bon, je pense qu'elle a tout dit. Je pense que c'est ça la vraie problématique. Quand tout à l'heure, je vous disais qu'il faut construire des citoyens des valeurs qui soient au service vraiment de la communauté. C'est de ça qu'il s'agit. On a été élus, on était, comme Picheri l'a dit, on était 27 députés indépendants. On était 27 au Parlement. Mais au moment où je vous parle aujourd'hui, on a plus combien au Parlement là-bas? C'est pratiquement Assalé qui parle, parce qu'il est vraiment indépendant. Tout le reste, ils sont partis. On était plusieurs maires indépendants en 2018. On était une trentaine de maires indépendants. Il est resté combien d'indépendants? Parce que tout le monde est parti. Vous voyez? Alors, on a dit non que les partis politiques combattent les indépendants. Vous avez vu les dernières élections, tous les partis politiques ont décidé de combattre les indépendants. Mais moi, j'ai déposé une proposition de loi au Parlement. J'ai déposé une proposition de loi au Parlement qui dit que quand quelqu'un est élu indépendant, ou bien il est élu sous la bannière d'un parti politique, il ne peut pas, au cours de son mandat, changer de bannière. Il est indépendant, il reste indépendant jusqu'à la fin de son mandat. Il est PDCI, il reste PDCI jusqu'à la fin de son mandat. Il est PPACI, c'est pareil. C'est pareil. Le texte est au Parlement depuis bientôt 3 ans. Mais aucun parti politique n'a soutenu ce texte-là parce que ça ne les arrange pas en réalité. Et donc, ils veulent toujours que les gens aillent en indépendant. Quand ils gagnent, après, ils vont les racheter. Donc, ils ne peuvent pas prendre un texte de loi pour interdire cette transhumance-là, alors qu'on a pris un texte de loi pour interdire la transhumance des électeurs. Donc, alors, on punit les Ivoiriens qui se déplacent d'une ville pour aller voter dans notre ville de 1 an de prison, mais les députés, les maires, les présidents des conseils régionaux qui, eux, qui sont élus et qui trahissent les populations, eux, on ne les sanctionne pas. Voilà le pays dans lequel nous nous trouvons. Donc, il ne s'agit pas de génération, il s'agit de construire de nouveaux citoyens. Et ce travail a pu être un travail de longue haleine, mais c'est la seule solution pour qu'on s'en sorte demain. Si on ne construit pas ces nouvelles valeurs, si on ne construit pas dans les villages, dans les campements, cette nouvelle dynamique-là, pour que les acteurs politiques qui viennent soient crédibles, soient sincères et qu'ils ne trahissent pas les gens, on ne s'en sortira pas. Peu importe celui qu'on mettra à la place du président Ouattara, ou du président Gbagbo, ou du président Bédié qui est parti, ils vont venir parce que c'est le système qui les tient. Ce système-là, il est générateur de corruption et cette dynamique politique ne peut pas le changer. Je suis désolé de le dire, il ne peut pas le changer. Si ce n'est pas des gens qui viennent, qui ne sont pas impliqués dans les clans, qui ne sont pas impliqués dans le drame, qui ne sont pas impliqués dans les compromissions, qui aient les coudées francs pour agir, pour taper dans le mille, on ne s'en sortira pas. Voilà, moi, ma compréhension, c'est ma conviction profonde qu'effectivement, il faut construire de nouvelles dynamiques sociales pour que les Ivoiriens prennent le jeu politique au sérieux et ne votent plus n'importe comment, ou même n'importe qui à la tête de leur commune, de leur circonscription électorale et au niveau du pays. Voilà ce que je voulais ajouter pour ce que Chéri a dit. Merci bien, honorable. Il y a 3 autres mains levées. Les amis, permettez que je pose 2 autres questions.
Honorable, parlant d'indépendants, on vous a vu aller saluer l'indépendant du côté de Ferké. Je pense qu'il a été aussi, il a été aussi soumis au fait de reprendre les élections le 2 décembre dernier. Oui. Quelle était l'initiative de cette visite-là à Ferké, au maire indépendant de Ferké? Non, je l'ai fait parce que je voulais démontrer aux gens ce que c'est qu'un indépendant. Le collègue Kaweli qui a aussi souffert à Ferké Sédougou, dont l'élection a été annulée, il voulait même pas aller aux élections. Quand ça a été annulé, il a dit il va plus. C'est parce qu'il m'a appelé que je lui ai dit non, cher frère, faut pas renoncer. Si tu renonces, tu trahis ton peuple. Quelle que soit la difficulté, il faut y aller. Si tu veux que je t'apporte mon appui, je vais t'apporter mon appui en termes de stratégie, en termes de formation. Il peut témoigner, il en a témoigné pendant la cérémonie. C'est moi qui l'ai motivé à aller aux élections. Il ne voulait pas y aller. Et c'est moi qui l'ai motivé à aller. Et je lui ai donné ce qu'il veut donner comme élément pour pouvoir aller affronter ce système-là et le vaincre encore. C'est ce qu'il a fait. Quand il a gagné, il devait faire son investiture. Et il a sollicité plein de dirigeants, plein de cadres de la région du Nord là-bas. Et même des cadres de l'opposition pour qu'ils viennent parrainer son activité. Mais je peux vous garantir que tout le monde a fui. Personne ne voulait aller parrainer son activité. Tous ceux qui l'approchaient ont refusé de parrainer son activité. C'est comme ça qu'il m'a informé. Et je lui ai dit non, cher frère, t'en fais pas, moi je vais aller parrainer. Voilà. Quel que soit ce qui va créer dans le pays, moi je vais partir parce que je dois rien à un camp politique. Et ce que j'ai, c'est mon travail qui me l'a offert, c'est mon peuple qui me l'a offert. Personne ne peut me l'arracher parce que je suis allé te soutenir. Donc, prépare ta date et je viendrai. Voilà comment il a mis la date et je suis parti le soutenir. Mais en partant, le message qu'il voulait passer, c'est que les Ivoiriens doivent voter des gens qui ont des convictions et qui sont prêts à assumer les conséquences de leurs convictions. C'est le message qu'il voulait passer. Donc, voilà le sens de ma présence à Ferké. C'est vrai que ça a créé beaucoup de murmures, il y a plein de choses. Mais moi, j'ai dit, s'il y a quelqu'un dans ce pays à qui je dois des comptes, c'est mon peuple de Tiafalé. Et ce peuple-là ne m'a pas tenu rigueur du fait que je sois allé soutenir un collègue pour faire son investiture. Voilà le message de mon passage à Ferké Sédougou. Vraiment, merci beaucoup. C'est très inspirant ce que vous dites. Et mon autre question, est-ce que dans ce nouveau cycle qui commence, la diaspora y est invitée? Oui, mais la diaspora, elle fait de lance de la dynamique de changement dans notre pays. Aujourd'hui, moi, vous savez que j'ai été l'année dernière, j'étais à Genève, après j'étais en Suisse, après je suis allé au Burkina Faso pour rencontrer la diaspora de ma commune et au-delà, la diaspora ivoirienne. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, vous avez une sorte de perte de confiance totale de nos frères de la diaspora dans le système. Beaucoup de ceux qui ont voulu venir investir dans notre pays avec leur argent sont venus dans notre pays désillusionnés. Certains ont perdu leur argent, certains ont fait des transferts du fonds sur des comptes en banque ici, en Côte d'Ivoire ici, leur argent a disparu. Et certains se sont retrouvés en prison pour avoir réclamé leur propre argent. Donc on a effrayé nos frères de la diaspora. Au point où beaucoup aujourd'hui ne veulent même pas venir avec un euro dans le pays. Il faut leur redonner confiance. Il faut leur dire qu'ils sont au centre des changements que nous voulons faire parce qu'ils sont dans des pays développés et ils voient comment la politique y est faite là-bas. Et ils doivent contribuer à leur manière à appuyer la dynamique interne ici pour qu'on obtienne le changement. On ne fait pas le changement contre un camp politique. Je suis persuadé que le président Ouattara lui-même, là, il est là actuellement, l'une de ses préoccupations est de ne pas laisser son pays dans la main de personnes qui n'ont pas été suffisamment formées et qui n'ont pas de trajectoire de combat positif en tant que tel. Je suis persuadé. Et donc, comment on fait pour que Nimba et Bagbo même qui est dans le jeu aujourd'hui encore politique, mais après on les comprend parce que et c'est aussi leur faute. Ils n'ont pas créé des dynamiques internes qui puissent être une relève crédible, de sorte qu'ils sont obligés de payer de leur personne tout le combat. Mais quelle que soit leur volonté, ils ne pourront pas être là pour toujours. À partir du moment où on a compris cela, qu'est-ce qu'on fait pour fédérer les Ivoiriens, pour dire, voilà, pendant 30 ans, on s'est déchiré, on s'est bagarré, on s'est tué, on a brûlé le pays, on a détruit le pays. Depuis 10 ans, 13 ans, on a une paix relative. Comment on fait pour que les vieux démons ne reviennent pas en 2025? Comment on fait pour que dès 2025, on comprenne qui va venir diriger ce pays-là? Parce qu'il y a une dynamique interne qui se crée à travers la diaspora, à travers le pays au plan interne ici. Comment on fait ça? Donc moi, j'ai créé des passerelles aujourd'hui dans lesquelles des Ivoiriens sont en train d'intégrer, sont en train de rentrer. Beaucoup de personnes de la diaspora aujourd'hui m'ont contacté. Et nous sommes en train de créer cette dynamique-là. C'est comme ça que ça a commencé. Quand Sonko a commencé au Sénégal, beaucoup en ont rigolé. Mais avec la diaspora, avec les jeunes Sénégalais, ils ont construit le projet. Ça prendra le temps que ça prendra, mais un temps vient où, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Victor Hugo, lorsque l'ère d'une idée est arrivée, il n'y a personne, il n'y a rien qui puisse la bloquer. Et donc, la diaspora a un rôle central. Il faut qu'on s'organise. Il faut que
les gens se départissent des partis politiques. Parce que après Bédié, après Gbagbo, après Ouattara, la chance qu'on va avoir, c'est que ceux qui vont venir dans les partis politiques en question, comme eux, n'ayant pas leur charisme, n'ayant pas leur rapport qu'ils ont eu à le peuple de Côte d'Ivoire, et ne pourront compter que sur leurs propres compétences et leur propre leadership. C'est ça qui va nous sauver. Et donc, il faut qu'ensemble on construise tout ça là, pour que ceux qui vont venir soient des gens qui créent la confiance dans les Ivoiriens et qui ne viennent pas répéter les mêmes erreurs que nos aînés ont commises et qui nous ont causé tant de tort de génération en génération. Donc, la diaspora est un moyen essentiel pour la dynamique du changement interne ici. Voilà. Merci bien. D'accord. Nos amis disaient, non, je vais vous tourner un peu le dos pour donner la parole à nos amis de la conférence. Nous avons ici le délégué général du PDCI RDA du côté de Washington DC. Monsieur Yao Osval, allez-y. Bonsoir Charlène, vous m'entendez bien? Très bien, allez-y. Merci. Bonsoir à vous. Bonsoir à l'honorable Assalé Temoko et à tous les auditeurs. Je salue véritablement son intervention. Oui, je salue votre intervention et ce que je peux dire dès le départ, c'est que nous saluons ce que vous avez fait au niveau de Tia Salé, au niveau de la mairie, également la victoire au niveau des élections législatives. Nous saluons la dynamique donc qui est en marche actuellement parce que l'émancipation des indépendants en Côte d'Ivoire, ça contribue à la richesse donc de la démocratie. Je pense que comme vous, le diagnostic donc de tout ce que la Côte d'Ivoire a traversé depuis ces années de crise est connu par tous les Ivoiriens. Il faut dire que l'échec ou alors cette traversée du désert-là n'est pas seulement du fait des partis politiques. Cet échec-là est du fait de tous les Ivoiriens, de toute la classe politique, de la société civile, des citoyens, des parents. À un niveau, à un autre, nous avons tous, étant de la diaspora ou au plan local, contribué donc à la détérioration du climat social et politique en Côte d'Ivoire. Je pense que tous les partis politiques doivent faire le mea culpa, tirer les enseignements de tout ce que nous avons traversé et proposer des solutions pour pouvoir reconstruire la Côte d'Ivoire. Ça passe effectivement par la formation. Alors à ce niveau, il faut que tous nous contribuons, partis politiques, société civile et citoyens lambda. Présentement, les partis politiques, notamment le PDCI RDA, en pleine restructuration afin de renouveler donc sa classe dirigeante, de proposer des alternatives et des personnes, j'allais dire, de bonne moralité, de meilleure moralité, afin de pouvoir proposer quelque chose de potable pour contribuer donc à redorer l'image de la Côte d'Ivoire, à former les Ivoiriens au civisme, à ce que c'est que la contribution des uns et des autres au niveau politique, au niveau social pour le relèvement de la Côte d'Ivoire. En dehors de cet aspect-là, je pense que je suis d'accord avec vous. Il faudrait que les Ivoiriens donc réorientent leur manière de faire les choses. Il faudrait que la cohésion sociale soit un fait. Il faudrait lutter contre la corruption. Il faudrait lutter contre tous les maux qui frappent la Côte d'Ivoire. Mais en conclusion, ce n'est pas seulement les partis politiques qui ont échoué, c'est tous les Ivoiriens dans toutes leurs composantes. Et je salue l'initiative que vous prenez. Je pense qu'avec vous, il y a également des militants, sinon des élus de partis politiques qui ont fait de très bonnes choses dans leur commune, dans leur circonscription et qui ont la confiance totale des populations. Donc encore une fois, ce n'est pas seulement le fait de l'échec des partis politiques, mais c'est l'échec de toute la classe dirigeante. Il faudrait proposer quelque chose de nouveau aux Ivoiriens afin que la cohésion et le développement soient une réalité en Côte d'Ivoire. Merci. Merci bien, M. Yao. Allez-y, honorable. Et M. Brousset se prépare. Je pense que ça va être le dernier. Allez-y, honorable. Mon analyse est pertinente et je pense que il faut avoir une vision holistique de la situation de la Côte d'Ivoire, mais en même temps, on ne va pas accabler le peuple qui, lui, n'a pas l'information. C'est aux élites de construire la dynamique qui permet au peuple de s'inscrire dedans. Voilà. Nos peuples n'ont pas été préparés au multipartisme. La chose est arrivée et des dirigeants fabriqués par les partis uniques hier se sont subitement découverts une vocation d'opposant. Et tout est allé en vrille, tout est allé dans tous les sens. Et finalement, chacun a compris qu'en s'accoutant sur son intérêt, sa région, il pouvait se faire une place au soleil, et ce qui a été construit. Donc, le peuple a contribué à son insu à construire une dynamique qui l'a conduit dans le mur. Mais pour moi, c'était aux élites, c'était aux dirigeants politiques qui, eux, ont été formés, qui connaissaient les réalités. C'était à eux de construire ce peuple-là pour qu'ils comprennent les enjeux. Bien au contraire, ils ont utilisé sa faiblesse, son analphabétisme pour pouvoir tirer leur profit, et ce qui nous a conduit à cela. Au-dessus, on a compris qu'il faut qu'on change cette dynamique-là. Je pense que c'est le premier pas qu'on a fait, mais il faut construire la démarche qui va avec pour pouvoir la mettre en œuvre et arriver à un résultat dans 5 ou 10 ans. Merci. Merci bien, honorable. On est en train de courir avec l'émission parce que notre temps est déjà arrivé. Monsieur Brousset, allez-y. Oui. Bonsoir tout le monde.
Je tenais d'emblée à saluer l'honorable Assalé Timoko. Ce qui s'est passé à Tia-Salé est une véritable leçon, non seulement pour les habitants de Tia-Salé, mais pour toute la population ivoirienne, mais bien au-delà, aux Ivoiriens de la diaspora. Vous avez fait montre d'une détermination, d'une résilience sans faille. Et cela venait après une lutte pour les dates, la liste des data et autres, denrées alimentaires autres. C'est-à-dire que vous sortiez d'une lutte pour l'action sociale, l'action civile, et vous êtes parti directement aux élections et vous avez remporté. C'est-à-dire, nous-mêmes se demandaient où est-ce que vous allez tirer votre force pour aller aux élections. Mais vous êtes allé aux élections et vous avez remporté de très bonne manière. Et nous vous en félicitons. Ceci dit, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, faut pas qu'on se le cache. Les partis politiques ont échoué. C'est vrai, tout à l'heure, il y a un intervenant qui a dit que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le fait seulement des partis politiques, mais c'est aussi le fait de toute la population ivoirienne. Je suis désolé. Ici, là, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas encore eu un indépendant au pouvoir. Tous les grands partis ont goûté au pouvoir et la conclusion est là, elle est nette. Les grands partis ont échoué. Et bien plus, ils n'ont pas été capables de nous proposer une solution en interne. C'est-à-dire proposer quelqu'un même qui allait suivre, qui allait relever le défi après eux. Après, c'est-à-dire que les grands. Ça pas. Aujourd'hui, le constat est clair et net. Nous sommes arrivés à la fin d'un cycle. Et nous commençons un nouveau cycle. On n'a pas besoin d'être un devin, d'être une personne dotée de facultés extra pour comprendre cela. Le Sénégal a compris, les Sénégalais l'ont compris. Et ils ont réussi leur alternative. Chez nous, en Côte d'Ivoire, ça a commencé avec des personnes qui sont en train de nous montrer que c'est possible. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, après la personne, ou bien avec la personne de l'honorable Assalé Timoko, il y a une personne, Madame Poucheri Balé. Aujourd'hui, là, je me dis que si ces deux personnes arrivent à se parler, si ces deux personnes font bloc, je vous assure que toute la Côte d'Ivoire entière va se retrouver autour de ces personnes-là. Aujourd'hui, on ne doit plus parler de partis politiques, mais on doit construire la Côte d'Ivoire autour des valeurs. L'Ivoirien nouveau doit être une personne qui arrive à se départir des clivages, d'un quelconque clivage politique. Nous ne voulons pas la face. Les parlementaires, pourquoi est-ce que les autres parlementaires ne les entendent pas? C'est parce que justement, ils ne veulent pas voir au-delà de leur parti. Le seul cap bien au-delà de son parti, c'est bien l'honorable Assalé Timoko. Pourquoi aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire, sans avoir fait une élection du meilleur parlementaire, tout de suite qu'on dit quel est le meilleur parlementaire en Côte d'Ivoire, c'est son nom qui sort. Eh bien, s'il était le meilleur parlementaire, pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas être le meilleur président? Dites-moi. Est-ce que... Monsieur Brousset, vous avez 30 secondes pour conclure. Ok, pour terminer, je dirais, Dieu merci, aujourd'hui, les deux personnes que je vois pour la Côte d'Ivoire sont réunies sur le même panel. Monsieur l'honorable Assalé Timoko et Poucheri Balé. La femme extraordinaire, moi je la trouve tellement brillante, cette femme-là. Vous voyez, elle n'est pas basée, elle n'a pas de ressources politiciennes, politiques du moins. Elle n'a pas, du moins ce qu'on dirait, elle ne tire pas ses ressources d'une commune ou bien d'un poste quelconque. Mais elle tire ses ressources de son cœur, de ses tripes et de ses convictions. Aujourd'hui, l'Ivoirien nouveau doit être une personne qui est capable de ne plus regarder à sa personne, mais regarder à l'État. Assalé Timoko nous l'a montré, Poucheri Balé nous l'a montré, et nous sommes prêts pour ces deux personnes jusqu'au bout. Merci. Voilà. Merci bien, Monsieur Brousset. Je pense que Poucheri et l'honorable ont eu un bon DJ ce soir. C'est la question que je vais poser. Est-ce qu'il y a un projet de société qui est là, ou est-ce qu'il est possible pour nous autres qui voudrons aussi écrire cette nouvelle page ivoirienne de pouvoir participer au projet de société afin que nous ne soyons pas des suivistes, mais des personnes qui également rentreront dans cette nouvelle dynamique, dans ce nouveau cycle qui s'annonce. Merci. Merci. Allez-y, honorable. Merci beaucoup. Alors, donc, M. Brousset, je pense que je voudrais vous remercier pour votre intervention. Je pense qu'il faut qu'on soit lucide.
le fait est là, nous avons besoin d'une nouvelle dynamique politique en Côte d'Ivoire. Je pense que nos dirigeants eux-mêmes doivent être un peu malheureux qu'on en soit arrivé au niveau où on est aujourd'hui sans qu'ils n'aient préparé une dynamique interne qui puisse représenter une sorte d'alternative crédible. Que le président Ouattara était obligé de revenir en 2020 après qu'il soit parti en annonçant publiquement qu'aujourd'hui, au niveau de son parti, il y en a qui soient en train d'élever des pétitions pour qu'il soit encore candidat en 2025, c'est toute la tragédie de nos grands leaders. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cela doit nous interpeller nous tous. Vous voyez, ce qui s'est passé au Sénégal est un message tellement fort. Ousmane Sonko aurait pu dire « ma candidature a été rejetée et donc nous boycottons l'élection présidentielle ». Il aurait pu faire ça et toute son équipe l'aurait suivi. Il ne serait pas allé aux élections. Mais il a dit « ce n'est pas un individu qui compte, c'est le peuple qui a atteint une masse critique qui compte ». Et ce peuple-là, il a compris le message, c'est à lui qu'on doit envoyer un message. Et il s'est mis de côté. Il a fait le sacrifice de sa personne pour dire je ne suis pas candidat et dans ce cas-là, Diomaye, tu vas y aller. Parce que ce qu'il porte, ce n'est pas un projet personnel, c'est un projet pour le peuple. C'est seulement ce genre de valeurs qui peut permettre à un individu de faire un sacrifice comme ce que Sonko a fait au Sénégal. Sinon, il aurait pu dire on n'y va pas parce qu'il a été décalé, donc on boycotte, comme tous les opposants le font à travers l'Afrique. Mais lui, il a fait le sacrifice et c'est un message qu'on doit tous entendre. Et donc, je pense que Picheri et moi, on s'est rencontrés il y a une semaine et ce dont on a parlé, c'est de formation. Formation d'abord. Picheri a une équipe. Elle m'a invité à aller former son équipe et je pense que c'est par là qu'on doit commencer. Si vous n'avez pas autour de vous des gens qui ont été formés aux enjeux de la démocratie, aux enjeux de la lutte contre tout ce qui n'est pas valeur, parce qu'on a déjà fait le diagnostic de notre société. Notre pays est assis sur des contre-valeurs qui ont permis à des acteurs politiques de prospérer pendant 30 ans. Ces contre-valeurs-là, on ne pourra pas les célébrer encore après ce qui arrive. Donc, comment on fait pour qu'on construise des jeunes gens qui comprennent et qui portent le combat sans pas derrière avoir à réclamer de l'argent. Quand vous parliez de Picheri agir, ça qu'il y a des ressources qui lui permettent d'agir ainsi. Mais c'est pas ce qu'on a fait à Tali ici. Il avait été pour nous une obligation de payer des gens pour mener la bataille à Tali, on aurait payé les élections. Mais il y a des jeunes gens que j'ai formés depuis 2016, que j'ai formés dans ma fondation, aux valeurs démocratiques, aux valeurs de lutte contre tout ce qui n'est pas transparence. Et tu comprends aujourd'hui les enjeux. Ils sont près de 200-300 jeunes. C'est ceux-là qui ont fait la différence. On dit, on voit Salet Timoko. Mais derrière Salet Timoko, c'est tous ces jeunes gens qui sont enseignants de l'université, qui sont enseignants du lycée, qui sont enseignants du primaire, qui sont étudiants, qui sont dans mon équipe et qui ont été sur le terrain, qui n'ont pas réclamé un rang, qui ont dit c'est une bataille de valeurs, nous on s'y inscrit et on va combattre ce système-là. Et ils l'ont combattu, ils l'ont vaincu. C'est surtout eux qui ont mené le combat. Et donc, c'est comme ça qu'on a construit cette dynamique-là. Donc, Picheri et moi, on va travailler dans ce sens-là. Former son équipe pour demain. Au-delà de ça, vous avez posé la question, est-ce qu'il y a un projet? Est-ce qu'il y a un projet derrière ça? Oui, mais il y a un projet. Tout ce que je dis, c'est le projet, en fait. On dit que un cycle va s'arrêter. Et encore une fois, je le répète, le président Bédié, personnellement, le président Gbagbo et le président Ouattara, qui sont encore dans le jeu, ils ont pu tenir dans un tel système, malgré les crises qu'on a connues, parce qu'eux ont été formés. Eux ont eu le parcours qu'il fallait. Mais ceux qui arrivent après eux dans leur parti politique n'ont pas ce parcours-là. De sorte que eux, ils ne pourront pas, en dehors de montrer leur charisme personnel, en dehors de montrer leur compétence personnelle, surfer sur les trajectoires du président Bédié et le président Gbagbo. Au PDCI, ils ont peut-être la chance d'avoir Thiam qui arrive dans ce jeu-là et qui prend le parti et qui lui donne une certaine valeur. Après, il y a des dynamiques internes qu'il va falloir contrôler après pour comprendre comment ça va évoluer au niveau du PDCI. Mais à côté de ça, il faut qu'il y ait d'autres dynamiques qui arrivent. Et nous inscrivons cette dynamique-là. On m'a posé la question de savoir est-ce que je vais créer un parti politique. J'ai dit non, je ne crée pas un parti politique. Je vais créer un mouvement politique. C'est totalement différent. Un mouvement politique, c'est un ensemble de personnes qui se réunissent autour de valeurs et se mobilisent pour avoir un électorat pour conquérir des postes pour faire le changement. C'est ce que j'ai réussi à faire. Cet exemple-là, on doit pouvoir l'étendre à travers la Côte d'Ivoire pour que les populations comprennent les enjeux. Donc, cher ami Brousset, je peux vous dire qu'effectivement, dans quelques temps, on va lancer notre mouvement politique. Parce que, comme je l'ai dit, moi, je travaille sur un projet qui est d'envoyer des gens que moi-même, j'aurais contribué à former au Parlement en 2025, aux législatives. Pour former un groupe parlementaire, il faut 8 personnes, mais nous tablons sur une dizaine, une quinzaine de personnes qu'on veut envoyer au Parlement. Et des gens qui vont être des gens qui veulent défendre les Ivoiriens et qui jouent leur rôle et qui vont pas venir se faire payer à coups de millions, avoir des rangs viagères, mais qui ne sont capables de prendre la parole pour les Ivoiriens à aucun moment. C'est ça là que nous voulons détruire comme construction politique. Et donc il y a un projet, bientôt on va l'annoncer dans les mois qui viennent, mais c'est une dynamique de mouvement politique sociétal, un mouvement citoyen
qui va rassembler ces valeurs à travers le pays pour que nous portions notre message à côté des partis politiques qui sont en train de faire leur chemin et pour finir. Voilà, cher ami Broussé, ce que je peux vous dire là-dessus. Merci bien, honorable. Je pense que votre temps est arrivé. Je vais vous poser une dernière question venant de l'un de nos frères ici qui a écrit et vous allez donner votre mot de fin à la suite. Il dit que quel est l'apport dans cette construction de l'Ivoirien nouveau, la place des chefs traditionnels, quand on sait que nos pays sont fortement ancrés dans la tradition. Pensez-vous que les chefs traditionnels peuvent être un levier important dans ce processus de changement? La question est de Jean-Louis. Voilà. Allez-y, poursuivez avec votre mot. Alors, il faut dire que les chefs traditionnels, ce sont les gardiens de nos coutumes. Et leur activité aujourd'hui est encadrée par la loi. Ils sont une sorte de rempart de la société contre les influences extérieures. Si vous voulez construire une dynamique sociétale, que je ne prenez pas ça dans la source de vos traditions, de vos coutumes, vous n'avez pas de racines. Donc, il y a des coutumes qui sont contre-productives au regard de l'évolution du monde aujourd'hui, mais il y a des coutumes qui sont des forces, qui sont des remparts contre la pénétration des fausses valeurs. Et donc, il faut faire en sorte que nos chefs traditionnels restent dans leur cadre d'intervention. C'est parce qu'aujourd'hui, on a utilisé les chefs traditionnels pour faire de la politique. Comment pouvez-vous imaginer que des chefs traditionnels peuvent se mettre en mobilisation pour aller demander que quelqu'un soit candidat? C'est pas leur rôle, ça. Il faut que chacun reste dans son rôle. Et c'est comme ça qu'on va construire cette société que nous appelons nous tous. Que chacun reste dans son rôle. Les chefs traditionnels sont les gardiens de la tradition. Quand nous-mêmes, en tant que députés, en tant que maires, nous arrivons au village, nous sommes sous l'autorité du chef. Parce que c'est lui qui est le gardien des traditions du village. Et nous devons nous inscrire dans ça. La tête dans le modernisme, mais les pieds dans la tradition. Donc il faut utiliser les chefs dans le cadre prévu par la loi. Pour qu'ils jouent leur rôle de vecteur de société par rapport à la paix, par rapport à la tranquillité, par rapport au règlement des conflits à l'interne dans les villages. Ce sont une sorte de tribunaux ad hoc dans nos villages et qui permettent d'amortir les chocs sociétaux dans les tribunaux modernes. Il faut les maintenir dans ça. Si on comprend ça là, vous allez voir que chacun est dans son rôle, on ne va pas déborder et la politique sera aux politiciens, les populations vont jouer leur rôle, chacun saura à quel niveau intervenir. Voilà ma conviction profonde. Donc les chefs n'ont pas à aller demander à que quelqu'un soit candidat, ils n'ont pas à aller soutenir un candidat, ils ont à rester dans leur rôle défini par la loi, parce que le peuple qui dirige est diversifié et le chef n'a pas à avoir une position politique officielle. Voilà ma conviction profonde. Alors, pour terminer, je voudrais remercier votre radio qui m'offre l'occasion de m'exprimer ici. Je pense pendant environ une heure avoir dit ce en quoi je crois. Je pense avoir décliné un peu ma vision pour la nouvelle Côte d'Ivoire. Vous savez, le président Ouattara, en 2015 ou bien en 2016, avait lancé le concept de l'Ivoirien nouveau. C'était un beau concept. Malheureusement, on n'a pas trouvé de personnes pour porter ce concept parce que à l'intérieur même du RADP, il ne comprenait pas ce concept. L'Ivoirien nouveau, c'est un Ivoirien qui déteste la corruption. L'Ivoirien nouveau, c'est un Ivoirien qui déteste le clanisme. L'Ivoirien nouveau, c'est un Ivoirien qui déteste le régionalisme. L'Ivoirien nouveau, c'est un Ivoirien qui déteste le tribalisme. Et donc, le président a lancé ce concept-là, mais à l'intérieur, ils ne sont pas. Il y en a même qui sont dans ce concept-là que je viens de dénoncer. Tribalisme, clanisme, régionalisme. Et comment ils pouvaient porter ce message-là? On n'a jamais vu personne à la télévision, après le président Ouattara, porter le concept de l'Ivoirien nouveau, parce que ça ne les arrange pas eux-mêmes. C'est à nous de construire ce Ivoirien nouveau-là. C'est à nous de faire en sorte qu'il advienne et qu'il porte ces valeurs-là, qu'on soit de la diaspora, qu'on soit à l'interne, qu'on pose une question précise. Quel est le modèle de société que nous voulons laisser en héritage à nos enfants? Quel est ce modèle-là? Parce que jusqu'à présent, le modèle dans lequel nous vivons, moi je ne le connais pas. C'est un modèle hybride, c'est un modèle qui génère la médiocrité, c'est un modèle qui génère la corruption, c'est un modèle qui génère le favoritisme, l'inégalité, l'injustice partout. Donc comment on définit ce modèle-là et quels sont les comportements qui ne doivent plus rentrer dans ce modèle-là? Voilà le combat que nous devons mener. Et moi, c'est dans ça que je m'inscris. Et tous les Ivoiriens qui comprennent cela se posent en défenseur des valeurs et non en défenseur des individus. Si on a compris ça, on a tout compris et on pourra porter notre pays vers des lendemains qui sont plus favorables pour tout le monde. Parce que là, on est dans le stress, là, on est dans l'incertitude, là, on ne sait pas dans quoi on est et ce n'est pas de nature à rassurer ceux qui veulent construire une nouvelle dynamique. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Merci infiniment, honorable Assalé Temoko Antoine, voilà, député de la Nation et maire de la commune de Tia-Salé. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation et il a répondu cet après-midi chez nous ici, pour ne pas dire chez vous ce soir, à la question suivante. Serions-nous à la fin d'un cycle politique générationnel ou d'un pouvoir? Vous l'avez tous entendu à travers vos échanges. Donc les amis, les causeries peuvent se poursuivre en interne
Et voilà, merci honorable. Et je veux aussi dire un merci particulier à notre sœur Puchéry Balé qui a fait son émission à 14h et qui est restée pour toute l'émission avec l'honorable Assalé Temoko. Merci beaucoup ma sœur, on est dans un mois encore. Et voilà, c'est The Mind Radio. Rendez-vous est pris pour dans un mois ou dans 2 semaines avec un autre invité très important pour nous aider à comprendre l'actualité dans le monde, pas seulement en Côte d'Ivoire. Ok, merci et bonsoir chez vous et dormez tous très bien ce soir. À bientôt. Goodbye. Yeah, Adito Tato Gio. Yeah, Adito Tato Gio.